D'abord, je vous rappelle que j'organise une retraite de méditation avec mon ami Liv Brunet, du 22 au 25 août à la Tribu de Lavaux, donc c'est en Charente. Toutes les infos sont en description, il y a 10 places, donc n'hésitez pas, et je vous souhaite une très bonne pratique. Eh ben, bonsoir à tous. J'ai l'impression, alors je sais pas beaucoup la mémoire des visages, mais j'ai quand même l'impression d'avoir des nouvelles têtes ce soir. Merci d'être présent, et d'être présent dans tous les sens du terme, c'est-à-dire d'être là, mais aussi d'être attentif au moment présent. Alors qu'est-ce qu'on fait ici? Donc on essaye d'explorer les moyens qui sont à notre disposition pour explorer finalement notre expérience immédiate. Et comment est-ce qu'on fait ça? Par le biais de la méditation. La méditation de Shiné, donc c'est simplement la méditation de calme mental. C'est une méditation qui a pour objet et pour effet de calmer un petit peu le système mental. Mais ça va peut-être un petit peu plus loin que ça. C'est-à-dire, c'est simplement une méditation qui nous mène sur une voie qui a pour but, si on peut parler de but, finalement, de retrouver j'allais dire sa véritable nature, ou l'état naturel de l'esprit tel qu'il se présente. C'est-à-dire sans perturbation, on va dire. Donc c'est quelque chose qui se cultive. Et donc ces séances du jeudi soir, qui sont deux fois par mois, simplement je vous invite en général à explorer différents objets de méditation, c'est-à-dire les différents moyens qu'on peut utiliser pour retrouver ce calme mental. Et aussi on essaie de découvrir dans quelle mesure est-ce que ces objets peuvent être laissés de côté, abandonnés, pour simplement rester présent et concentré sans effort. Donc c'est un chemin. Au départ, on part avec des objets simples. Donc ça peut être la respiration, ça peut être les sensations corporelles, ça peut être un mantra, ça peut être une visualisation, ça peut être compter. Et il y a eu toute une myriade d'objets possibles. Et la problématique avec les objets, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, quand on est bien stable dans la méditation, les objets vont peut-être nous bloquer sur la progression, puisque ça fait quand même appel un peu au mental. Il y a un certain travail du système mental. Et donc, on essaye ensuite d'explorer des modalités de méditation qui nous permettent de simplement rester ici et maintenant de façon claire et présente sans utiliser d'objets. Et dans la séance d'aujourd'hui, on va essayer d'explorer tout ça. On a 1 heure, donc c'est un peu court, mais voilà, on va essayer de voir un peu ce qu'on peut faire. Et je vais vous proposer déjà la pratique de base la plus simple qu'on puisse faire, c'est simplement porter son attention à la respiration. On va faire une petite session de méditation silencieuse. Je vais vous donner quelques instructions et ensuite on va pouvoir la faire. Donc, il s'agit simplement de porter une attention douce au fait de respirer. Il ne s'agit pas de forcer sa respiration, il ne s'agit pas de respirer d'une certaine manière, mais simplement d'être conscient de ce que ça fait de respirer. Par exemple, on peut porter son attention au mouvement de son abdomen, simplement les sensations de son abdomen quand on inspire et qu'on expire. Quand on inspire, en général, on a l'abdomen qui se gonfle, et puis quand on expire, ça se contracte. Ou on peut porter également l'attention aux sensations au niveau des narines. Et en général, ce qui se passe lorsqu'on fait ça, c'est que très vite, l'objet disparaît et on est en train de penser à ce qu'on va faire à manger, ou il est tard, comment est-ce que je vais faire pour rentrer chez moi, il fait nuit, etc. Donc des pensées peut-être un peu parasites. Et simplement, lorsqu'on se rend compte qu'on est parti, voilà, on revient. Donc c'est très basique, il n'y a rien d'autre à faire, et il n'y a pas de bonne façon de le faire. C'est-à-dire que simplement poser cette intention de « j'essaye de rester présent », je ne me ferme pas à mon univers, mais je porte une attention particulière à la respiration, et puis dès que je pars, dès que je suis distrait, je reviens à ma respiration.
Il n'y a rien à attendre de particulier avec cette pratique, simplement la faire pour voir ce qu'on peut expérimenter. Donc je vais lancer le gong et puis on va essayer de faire ça. Et donc que vous soyez très expérimenté, que vous soyez débutant, cette pratique est tout à fait adaptée parce qu'il y a toujours des choses à découvrir. Et est-ce que vous avez des questions avant qu'on démarre? Oui, c'est par rapport au regard. Est-ce qu'on a les yeux ouverts, fermés? Alors, de préférence, il n'y a pas de... on peut garder les yeux fermés, mais de préférence, comme on est le soir, que la journée a été certainement longue pour tout le monde et que la fatigue peut s'installer, garder les yeux ouverts, ça permet de rester plus clair et ça permet aussi de ne pas se fermer à son environnement. Parce que le but, c'est pas d'être concentré sur sa respiration, mais plutôt simplement d'avoir conscience de quelque chose au centre de son expérience, mais tout en gardant une certaine conscience de ce qui se passe autour. Donc, plutôt les yeux ouverts et plutôt le regard posé vers le bas, voilà, sans focalisation particulière. Le regard est là, mais on ne regarde rien, les yeux sont juste ouverts. Est-ce qu'on a d'autres questions? Eh bien, on va y aller.
Donc là, on a fait une petite... on a dû faire 7 ou 8 minutes. Je n'ai pas vraiment regardé. Ce qui est court, mais ce qui est déjà beaucoup finalement, pour voir un peu ce qui se passe lorsqu'on essaie de porter son attention quelque part. Qui a eu des difficultés avec cette pratique? Très bien. Qui a eu beaucoup de pensées tout en restant sur son objet de méditation? J'ai senti, au début c'était vraiment facile, au bout d'un moment je sentais comme une espèce de bruissement aux pensées un peu qui me... Voilà, c'était un peu différent du début. Puis après, j'ai revigoré l'attention sur le souffle. Si je pose cette question, en fait, c'est pas tout à fait anodin, puisque finalement, quand on médite, quand on se met à méditer, et notamment quand on fait ce genre de pratique d'attention à la respiration, d'attention à un objet, peut-être qu'on pourrait avoir cette préconception qui serait de dire ma méditation est bien si j'ai pas de pensée, ou si je reste tout le temps sur mon objet. Alors oui, effectivement, si on arrive à rester tout le long sur son objet sans avoir de pensée, c'est une bonne chose. Mais le fait d'avoir plein de pensées n'est pas un problème en soi. C'est pas un problème parce que le fait d'être emporté par ses pensées et de revenir au souffle permet d'avoir ce petit moment de reconnaissance juste au moment où on est parti, de se dire « Ah !» C'est un petit éclair d'éveil, on va dire « Ah, j'étais parti et je reviens ». Donc déjà, le fait de se rendre compte de ça, c'est plutôt une bonne chose. Et le fait de revenir encore et encore, ça permet quelque part de muscler l'attention. Donc là, effectivement, on n'a pas médité très longtemps. Donc les occasions de partir loin sont moins importantes, mais sur des pratiques plus longues, 1 heure par exemple, ce qui là commence à être une grosse pratique, on peut se retrouver pendant une bonne partie de la pratique finalement à être totalement parti, même si on est un méditant expérimenté. Et une deuxième chose, c'est que le fait d'avoir des pensées tout en ayant toujours conscience de son objet de méditation, par exemple le souffle, c'est pas une mauvaise chose parce que finalement ça permet de garder un esprit un peu vif. C'est comme une stimulation de l'esprit. C'est parce qu'il peut se passer un phénomène lorsqu'on se concentre sur un objet, c'est qu'au bout d'un moment, donc on devient très concentré et finalement le nombre de pensées va diminuer. Et donc la vivacité mentale va également peut-être diminuer un peu. Et ce qui peut nous emmener tout doucement dans la torpeur, et la torpeur subtile. Quelque chose de, finalement, où on a l'impression d'être présent, mais finalement on est aussi un peu, on se protège des pensées. Donc voilà, je voulais juste dire ça. Et donc le fait d'avoir des pensées, et le fait de se rendre compte de leur apparition et de leur disparition, quand je parle de pensée, ça peut être aussi des sensations, des émotions. Et de s'en rendre compte tout en gardant la focalisation sur l'objet, ça permet aussi de travailler quelque part sa capacité à être conscient de ce qui se passe, instant après instant. Donc là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a utilisé un objet, l'objet le plus utilisé dans la méditation, finalement, la respiration. Mais c'est un objet qu'on utilise parce que finalement, c'est toujours présent, enfin, c'est ce qu'il dit, et puis finalement, c'est lié aussi à certains processus physiologiques liés au calme. Je vous propose peut-être qu'on essaye de méditer avec un autre objet. Et donc j'ai préparé une méditation guidée pour ça. On va toujours être sur une méditation d'attention focalisée, c'est-à-dire qu'on va choisir un objet plutôt restreint. Et ce que je vais essayer de vous montrer par là, c'est qu'on peut utiliser absolument n'importe quel objet pour méditer. Et aujourd'hui, on va essayer d'observer et de porter son attention sur son gros orteil gauche. Voilà. Alors,
C'est un peu drôle au départ, mais finalement, pourquoi? Parce que ça paraît un peu saugrenu. Pourquoi? Parce qu'en fait, on peut choisir n'importe quoi. Et donc, on va faire une méditation guidée, c'est-à-dire que je vais vous donner quelques instructions. Il y aura des moments de silence, mais que ce soit des moments où je parle ou pas, finalement, les instructions, ce sont juste des directions de pratique. Je vous dis, regardez bien là, est-ce que vous pouvez explorer telle ou telle zone de ce gros orteil gauche, ou droit, c'est comme vous voulez. Mais voilà, on essaie de rester sur cet aspect limité de l'expérience. Et c'est pas une hypnose, hein, c'est vraiment simplement une méditation où je vous donne quelques indications de pratique. Mais le plus important dans cette méditation, c'est comme ce qu'on a fait avec la respiration, c'est d'être attentif aux sensations de ce gros orteil gauche. Et si ça vous fait rire, etc., voilà, c'est aussi des sensations à observer. Mais voilà. Donc, ce sera une méditation comme elle est axée plutôt sur les sensations, d'une zone qu'on n'a peut-être pas l'habitude d'observer. Donc, je vais vous inviter à fermer les yeux pour cette méditation. Et donc, je vais vous inviter à porter une attention douce à votre gros orteil gauche. Cette attention est de la même qualité que celle que vous avez eue avec votre respiration tout à l'heure. Simplement, prenez conscience de ce que ça fait que d'avoir cet orteil gauche, ce gros orteil. Et simplement essayer de maintenir, sans forcer, votre attention sur les sensations qui sont produites au niveau de cet orteil. Essayez de ressentir chaque détail, chaque sensation qui compose cet orteil. C'est un aspect de notre expérience qui est souvent délaissé. Alors essayez de voir un petit peu ce que ça fait que d'avoir l'expérience de cette zone de votre corps qui vous soutient, qui vous aide à vous déplacer. Observez si vous trouvez des sensations plutôt fluides, plutôt tendues. Est-ce qu'il y a des sensations fixes, des sensations mouvantes? Essayez de voir si les sensations sont toujours exactement les mêmes.
lorsque vous procédez à cette observation, à cette attention, peut-être que vous aurez des images qui vont apparaître, des images de pieds ou de gros orteils. Laissez de côté ces images, hein, n'essayez pas de les chasser, mais simplement revenez au ressenti, à l'expérience sensorielle de ce gros orteil. Un peu comme si c'était la première fois, finalement, que vous l'observiez. Il se peut aussi que vous soyez emporté par des distractions. Vous pouvez vous dire, c'est quoi cet exercice? C'est bizarre. C'est très bien. Simplement revenez aux sensations. Et explorez ces sensations un petit peu comme si vous étiez un scientifique passionné par son objet d'étude. Essayez de découvrir ce qui se cache derrière ces idées toutes faites que l'on a sur le fait d'avoir un gros orteil. Ici et maintenant, qu'est-ce que ça fait que de ressentir ce gros orteil? Vous pouvez vous dire, oui, c'est bon, ça y est, j'ai observé l'orteil. Laissez ça, c'est simplement une pensée, et revenez à l'observation. Demandez-vous, qu'est-ce que c'est que cet orteil? Et observez. Il se peut qu'il y ait de l'ennui qui apparaisse. Laissez cet ennui apparaître et revenez simplement à l'observation, au ressenti. Revenez à l'immédiateté, à la fraîcheur de cette expérience. Et essayez de voir dans votre expérience directe si vous pouvez trouver l'endroit où commence votre orteil et l'endroit où il finit. S'il y a une différence entre l'extérieur, la surface et l'intérieur de cet orteil. Peut-être y a-t-il des zones douloureuses, des zones agréables. Simplement observez-les.
Là, on a exploré peut-être un objet, peut-être que vous avez l'habitude d'observer, peut-être pas. Qui a eu des difficultés avec cet exercice? Voilà. J'avais pas trop de sensations, D'accord. donc du coup, j'avais pas grand-chose à observer. Tu as quand même observé le fait qu'il n'y avait pas de sensation. Oui, mais du coup, c'est vrai que ça a tendance à me prendre, à me lancer beaucoup dans des pensées parasites du style je comprends pas, il y a rien, j'ai pas lâché. Mais voilà, c'est vrai que c'est perturbant. Donc tu as quand même observé le fait exactement ce qu'il y avait, parce que tu as une image de ce que devrait être la sensation de l'orteil. Oui. Et tu as expérimenté autre chose. Et du coup, ça a déclenché des pensées parasites. Parasites entre guillemets. Mais tout ça, finalement, ça fait partie de ton expérience. Tu as pu quand même observer le fonctionnement de ton mental, comment est-ce que finalement on réagit aux choses lorsqu'elles ne nous apparaissent pas comme on voudrait qu'elles nous apparaissent, comment est-ce que on a une idée préconçue de comment les choses devraient être, et finalement c'était un petit peu le but de l'exercice. Mais avant que je développe là-dessus, est-ce qu'il y a d'autres observations? Oui, moi j'avais pas de sensation non plus dans l'orteil, et du coup vous avez dit avant de commencer, c'est pas de l'hypnose. Moi, j'entendais justement quelque chose de l'ordre de l'hypnose parce que ça nous parlait de sensations qu'on était supposé avoir alors qu'on n'était pas là. Donc là, ça me fait vraiment penser à l'hypnose. D'accord. Et ça me faisait sourire. J'ai dit, mais c'est pas de l'hypnose. Justement, pour moi, ça sonnait comme ça. Alors, peut-être qu'on peut le concevoir comme ça. Mais c'était pas l'invitation en fait. Ce qui était proposé, c'était pas, en tout cas de la façon dont j'ai conçu cette méditation, c'était pas il faut ressentir telle ou telle chose à cet endroit-là. C'est simplement comment est-ce qu'on peut ici et maintenant faire l'expérience de son orteil. Et vous avez fait une certaine expérience de l'orteil, vous n'avez pas eu de sensation, peut-être. Non, je n'ai pas fait une expérience de l'orteil. Pour moi, c'est abstrait. Je n'avais pas de sensation. Je ne sentais pas mon orteil. Donc, je n'ai pas fait une expérience de l'orteil. J'ai fait l'expérience de tout ce qui se passait en moi, les pensées, les autres sensations, parce que j'avais pas mal d'autres sensations. Mais vous avez quand même fait l'expérience d'une absence de sensation. Oui. Parce que finalement, c'est l'expérience que vous avez porté votre attention sur l'endroit présumé où se trouve votre orteil, et à cet endroit-là, finalement, ce que vous avez expérimenté, c'est une absence de sensation. Mais même ça, je ne me reconnais pas là-dedans, parce qu'à cet endroit-là, pour moi, c'est abstrait. À un endroit où je n'ai pas de sensation, je ne peux pas dire à cet endroit-là. Mais c'est très intéressant, en fait, ce que vous dites, parce que finalement, on a une idée, c'est ce que je disais tout à l'heure, en fait, finalement, on a une idée de comment devrait se présenter quelque chose, et dans votre expérience, il y a même pas eu l'expérience même de l'orteil. Il y a simplement eu une absence d'expérience à ce niveau-là. C'est comme si, est-ce qu'on pourrait dire qu'il y avait une sorte de vide ou de... Non, il y avait une vague sensation du pied, un peu dans sa globalité, mais voilà. Donc non, c'était pas un vide, mais c'était pas, il n'y avait pas une... C'est-à-dire le mot orteil ne venait pas résonner avec une expérience. Mais en fait, le mot orteil restait un mot. C'est exactement ça. C'est-à-dire que vous avez une, comment dirais-je, une approche peut-être un peu plus avancée finalement. Dans votre expérience, il y a vraiment une distinction entre le mot, donc l'étiquette censée représenter quelque chose et qui ne correspond à rien dans votre expérience. Si aujourd'hui je vous dis par exemple, on va changer d'organe, portez votre attention à votre main. Est-ce que vous ressentez votre main? Oui, c'est un petit peu différent de l'orteil. C'est la même chose. C'est-à-dire que finalement, et là, si je vous redemande par exemple de ressentir votre orteil, est-ce qu'il y a quelque chose à l'endroit Oui.
pour moi, il y a un hiatus entre le mot qui est employé enfin, de l'intérieur. J'ai pas l'expérience de ma main, vraiment, je peux sentir un peu la zone de ma main, mais j'ai pas l'expérience d'une main. C'est exactement ça. En fait, ce que vous exprimez, c'est quelque part ce que le Bouddha appelle dans les enseignements du Theravada le non-soi. C'est-à-dire que les mots désignent de façon conventionnelle des réalités. Ils servent simplement à pointer des choses, mais dans l'expérience directe des choses qu'elles sont censées viser, finalement, il n'y a pas de soi propre. Et finalement, lorsqu'on parle de main, de pied ou d'orteil, lorsqu'on en fait l'expérience directe, il n'y a pas de main, il n'y a pas de pied, il n'y a pas d'orteil. Là, je parle bien de l'expérience directe. C'est-à-dire, évidemment, on sait à peu près, lorsqu'on veut désigner quelque chose, là, par exemple, visuellement, ça c'est une main. Il y a des sensations qui sont plutôt liées à la main, mais une fois qu'on fait l'expérience de ce que c'est, de ce que ça devrait être une main, on se retrouve devant une certaine réalité, en fait, qui est triple. La première, c'est que on a une myriade de sensations qui sont soit très subtiles, par exemple le fait que on a une très vague sensation, alors que finalement on pourrait s'imaginer qu'on devrait avoir une vraie sensation qui correspond à cet orteil, et finalement on n'a que des sensations de quelque part, soit des picotements ou voilà, et des choses qui sont presque impermanentes. Et lorsqu'on creuse un peu l'observation, on peut même se rendre compte que finalement, lorsqu'on rentre dans la sensation, c'est impalpable. On a une sorte de... c'est évanescent, quelque part. Et ça, donc le premier côté dont je parlais, c'est vraiment l'impermanence. Le deuxième, c'est plutôt la vacuité ou le non-soi, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de qualité séparée, propre. En fait, dans l'expérience directe, c'était un petit peu le but de l'exercice, il n'y a pas d'orteil, il n'y a pas de main, il n'y a pas de... Ça, c'est des conventions qui nous permettent de communiquer, qui nous permettent d'évoluer. Mais dans notre expérience directe, finalement, il n'y a pas ça. Et ces deux enseignements qu'on retrouve donc dans le bouddhisme, dans toutes les écoles du bouddhisme, on rejoint un troisième enseignement, c'est que le fait d'avoir une croyance absolue en l'existence de pieds, de mains, d'orteils, de personnes même, ça cause de la souffrance, parce que on a une vision, un attachement aux choses qui ne correspond pas à la réalité. C'est qu'on se fait une image des choses et on va considérer que oui, si on parle d'une personne par exemple, je suis comme ça tout le temps, donc là on est contre l'impermanence, et je suis un être séparé du monde et des autres, et donc ça c'est quelque part les recettes de la souffrance. Donc finalement, moi je trouve que quand même ça fait bien fait l'expérience de ça finalement, c'est-à-dire que, et l'invitation c'était pour en revenir à ce point sur l'hypnose, c'était pas de... C'était vraiment, enfin, je pense que je me suis certainement mal exprimé, mais c'était vraiment de faire l'expérience directe de ce que ça fait dans son expérience directe que d'avoir un orteil. Je sais pas si j'ai... Ce que vous avez dit avant m'a bien intéressé. Là, à propos de l'hypnose, pour moi, il y a quelque chose de l'hypnose dans le fait de suggérer à quelqu'un une sensation quelque part. Oui, d'accord. Alors que... pas forcément. Je suis d'accord avec ça. Mais en fait, les suggestions, c'est quel type de sensation est-ce qu'on pourrait ressentir à cet endroit-là. C'est pour aiguiller un petit peu. Alors peut-être qu'effectivement, il y a une petite invitation. C'est un peu la méditation guidée, c'est un peu comme le tour d'une maison, où on nous dit, peut-être qu'on peut observer ce truc jaune là, où on peut observer ça. Donc c'est mettre la lumière sur une potentielle
sur quelque chose qui serait potentiellement là. Mais l'invitation réelle, c'était vraiment d'observer son expérience telle qu'elle se présente. La suggestion, c'était vraiment une invitation à voir. Mais effectivement, on peut aussi ne pas trouver des sensations, et souvent dans l'exploration du corps, ce qu'on peut constater, c'est qu'on se retrouve avec des zones où on se dit mais je devrais ressentir quelque chose là et je ressens rien. Mais voilà, l'invitation, c'est vraiment de ressentir ce qui est ici et maintenant. Est-ce qu'il y a d'autres observations? Moi, pour rebondir un peu là-dessus sur la non-sensation, c'est vrai que j'avais tendance à le bouger. Ah oui. À toujours pour le faire exister. Enfin, peut-être pour le faire exister, pour le faire ressentir. Oui, parce qu'en fait, quelque part, on a peut-être besoin de se dire « Ah, il y a quelque chose là plutôt que rien. » Mais finalement, l'expérience directe est juste ce qu'elle nous donne. Et c'est le fait, et là je rejoins un petit peu ces trois axes, l'impermanence, le non-soi et la souffrance qui résulte des deux, c'est que, enfin, de la croyance en l'existence d'un soi permanent, c'est que lorsque notre expérience n'est pas celle à laquelle on s'attendait, mais il y a un petit côté de dissatisfaction, voilà, s'il y a quelque chose qui va pas, et donc on va faire quelque chose pour modifier, pour bouger, et quelque part il y a une sorte d'aversion à l'expérience. Donc c'est exactement c'est une très belle observation finalement du fonctionnement de l'esprit humain, et ce qu'on a fait avec l'orteil, en fait, c'est valable pour absolument tout ce qu'on expérimente. Et quand je dis ça, c'est une invitation à l'exploration. C'est pas voilà, c'est pas quelque chose que j'impose, mais c'est simplement comment est-ce qu'on peut utiliser son expérience directe pour explorer ce qui est. Donc, avec ce qu'on a fait avec la respiration et l'exploration là sur cet orteil, ça aurait pu être aussi une autre chose classique, c'est la sensation de l'assise, parce qu'il y a beaucoup de tension parfois, puis sinon il peut y avoir une certaine absence un engourdissement. Et on va essayer de voir une autre modalité d'exploration de son expérience. On va faire également, ça va être une méditation guidée. Alors, cette méditation guidée va être plutôt... là, on était sur l'attention focalisée. Et là, on va être plutôt sur l'attention ouverte, plutôt d'accueil. Alors, comme tout à l'heure, en tout cas, l'invitation, c'est pas une invitation à rentrer dans un état particulier, mais plutôt d'être en capacité de moduler son attention et de porter son attention sur des choses qui peuvent être là ou ne pas être là. Et donc là aussi, je vais vous inviter à fermer les yeux, parce qu'on va travailler sur l'attention au son. Et donc dans cette méditation, je vais vous inviter simplement à garder une attention ouverte, une posture d'accueil du paysage sonore qui s'offre à nous. Et simplement, je vais vous inviter à porter votre attention, une attention particulière et ouverte aux sons qui apparaissent dans le champ de votre expérience. Alors ces sons peuvent être proches, ils peuvent être lointains, ils peuvent être forts ou faibles. Ça peut être des bruits de pas, le bruit de la circulation, le son de ma voix, le son des inspires et expires que vous pouvez entendre dans cette salle, ou tout autre son dont vous faites l'expérience. Et simplement soyez conscient des sons qui apparaissent et disparaissent, et si possible,
sans les juger, sans les étiqueter. Laissez-les simplement être. Si vous êtes emporté par une pensée, simplement revenez à cette attention ouverte, à l'accueil des sons. À cette vaste présence ouverte. Et peut-être qu'à ce stade, vous pouvez constater que ces sons apparaissent et disparaissent sans que vous n'ayez à faire le moindre effort. Simplement, ils sont là. Ils sont là et vous avez simplement conscience de ces sons. Je vais maintenant vous inviter à prendre particulièrement conscience de l'espace présent dans lequel les sons apparaissent et disparaissent. Autrement formulé, je vous invite à prendre conscience du silence d'où proviennent les sons. Du silence présent entre les sons. Et du contexte dans lequel ils apparaissent. Essayez de voir si dans votre expérience, il y a autre chose que des sons entre les sons. Je vous invite à être simplement cet espace d'accueil, ce silence dans lequel les sons apparaissent. Et voyez comment les sons apparaissent et disparaissent. Mais que l'espace conscient, lui, est toujours présent. Cet espace dans lequel apparaissent les sons, qui connaît les sons qui apparaissent, c'est une sorte de capacité d'accueil silencieux et imperturbable, immobile, qui permet au son d'être connu. Et simplement, reposez là, en tant que cette capacité à connaître les sons.
sans rien faire d'autre que d'être là. Donc là, on a vu une autre modalité d'attention ouverte, en fait, dans cette méditation. Donc j'ai commencé simplement une invitation à l'ouverture. Au lieu d'avoir une attention focalisée, c'était une attention plutôt ouverte. Et ensuite, j'ai pointé quelque part, au lieu de pointer sur les objets qui peuvent être observés, plutôt sur le contexte dans lequel les objets apparaissent. Et enfin, on a terminé sur simplement une pratique de ne rien faire, de rester dans l'état naturel de son esprit. Donc voilà, c'était une pratique un peu triple pour voir un petit peu les différentes modalités dont on peut finalement axer son attention. Elle peut être de plus en plus ouverte, axée sur les objets ou axée sur le contexte conscient. Qui a eu des difficultés avec cette pratique ? Quelque chose qui m'est apparu, c'est que j'ai une sorte de léger acouphène, enfin une sorte de petit sifflement intérieur. Et du coup, c'est un peu étrange de donner mon attention au son, parce qu'il y a à la fois les sons de l'extérieur et ce son qui vient de l'intérieur. Voilà. Et donc, c'est une sorte ça fait quelque chose de particulier. Et l'autre chose, c'était quand vous avez parlé de l'espace. C'était un petit peu abstrait. C'est-à-dire qu'effectivement, on a tendance à porter son attention aux objets qui sont dans lesquels apparaissent les choses, mais peu à l'espace qui se trouve entre les objets. Par exemple, on regarde quelque chose, je vous regarde vous par exemple, et peut-être qu'il est possible de porter son attention à l'espace qui se trouve autour, puisque c'est aussi un phénomène qui est constaté. Et c'est toute une partie de l'expérience, finalement, qui est souvent laissée de côté. C'est un petit peu comme dans les enseignements du Bouddha, on parle des sensations agréables, désagréables et neutres. Donc on a un certain nombre de sensations agréables et désagréables, et puis il y a tout un ensemble de sensations de l'expérience qu'on met de côté, qu'on ignore. Et les sensations neutres, et par exemple l'espace, finalement, il y a quand même un contexte dans lequel on évolue, dont on est conscient, mais auquel on ne prête pas forcément attention. Et c'est un petit peu ça, et au début ça peut être un petit peu effectivement abstrait, parce qu'on n'a pas l'habitude finalement de prendre conscience de ce qui nous entoure. On s'arrête aux objets, mais on ne s'arrête pas à ce qu'il y a entre les objets. Or finalement c'est tout autant un phénomène qui a été expérimenté. Et l'espace entre les sons, ou l'espace dans lequel apparaissent les sons, c'est-à-dire que quand on fait l'expérience par exemple d'un son lointain, il y a un son qui apparaît finalement, qui a un début et qui a une fin.
Et lorsqu'on observe l'apparition du son et qu'on le voit disparaître, à l'endroit où était notre attention lorsqu'on entend le son disparaître, finalement, c'est comme si c'était une bulle qui éclatait dans de l'eau, où on peut voir les choses comme ça. C'est-à-dire il apparaît quelque part, on pourrait décrire l'expérience comme ça, c'est que ça apparaît dans un médium, qui serait l'espace. Voilà un petit peu donc, et c'est un exercice qui est assez intéressant dans le sens où finalement, on apprend à ne plus être complètement identifié aux objets de l'expérience, mais également au contexte dans lequel les objets apparaissent. Alors, c'est très bizarre parce que comme c'est très silencieux ici, j'avais l'impression que le silence était un son. Peut-être. Enfin, bon, je livre ce qui m'est apparu. Est-ce qu'il y a d'autres observations? Des questions? Juste avant qu'on clôture la séance, je vous propose simplement une pratique où simplement je vous invite à ne rien faire et simplement à rester immobile dans le silence et laisser finalement tout le reste être sans intervenir. Donc restez dans votre état naturel, normal, et en laissant ce qui doit arriver, mais simplement sans bouger, sans observation particulière, simplement rester là. Est-ce que vous avez des questions et des observations avant qu'on clôture la séance? Très bien. Donc, ce dernier petit exercice qu'on vient de faire, simplement être là, c'est considéré dans plein de traditions comme finalement l'exercice le plus avancé, puisque on apprend juste à être présent, sans objet, sans focalisation. Et en même temps sans s'endormir et sans être emporté par ses pensées. Donc c'est assez c'est simple mais pas toujours facile à faire. Donc c'est pour ça que c'est bien parfois qu'on a des difficultés de revenir à un objet qui permet de fixer vraiment son attention. Donc voilà, ce sera tout pour ce soir.